Bonjour, je m'appelle Patrick Zard, je suis co-directeur du Théâtre de l'Oriflamme à Avignon avec mon ami et associé Julien Cafaro. On est tous les deux comédiens, amis depuis 40 ans. Et pour notre fin de carrière, on a envie de se faire plaisir, d'avoir un lieu à nous où on dépendait de personne pour monter des projets à nous et pour accueillir des projets qui nous enthousiasment. Donc la politique du lieu, c'est le coup de cœur. On a des goûts extrêmement éclectiques, on aime beaucoup de gens différents. Mais dès qu'on ressent des émotions, qu'on rit, qu'on pleure, qu'on est accroché, ça nous plaît, on prend. Et on ne prend que des choses qui nous plaisent. Je suis donc devenu un plan B. Ma mère vous admirait beaucoup. Elle m'a beaucoup parlé de vous. J'ai même pris quelques notes. Ben alors, fallait venir avec votre mère. Elle supporte le grog. Elle déteste. Mais elle a adoré vos échanges de lettres avec le beau gosse nazi. Ah non, ça va pas recommencer. Tous les mêmes. Déjà, je vous trouvais l'air crétin, malgré votre physique passable. Je suis Béatrice Costantini et je joue Arletty, un cœur très occupé, une pièce de Jean-Luc Voulfo, mise en scène par Gilbert Pascal. Le propos de la pièce est, on retrouve Arletty dans les années 70, quand elle est plus très jeune, et le jeune journaliste qui vient l'interviewer veut absolument lui faire parler de son aventure. Enfin, c'est plus qu'une aventure, c'est sa grande passion, la grande passion qu'elle a vécue avec un soldat allemand pendant la guerre et pendant l'occupation. Et évidemment, tout le monde lui a jeté l'opprobre à la fin de la guerre, et cette grande passion lui a coûté quand même sa carrière à la fin de la vie. Voilà. Donc c'est ce moment qu'on évoque avec drôlerie et quand même beaucoup d'émotions, parce que c'était quand même un moment très difficile. Arletty, je veux le souligner, était une femme très moderne. Elle était indépendante et c'est peut-être pour ça qu'elle a eu autant de difficultés après la guerre, parce qu'il y a plein de gens qui avaient collaboré vraiment et qui n'ont pas été inquiétés. Et elle n'a jamais travaillé pour la Continentale, qui était la maison de production allemande, je le souligne dans la pièce, et elle a été vraiment, évidemment, vilipendée. Voilà. Et donc, mais c'est aussi parce que, j'ose le dire, elle avait une grande gueule et elle était très moderne, un peu comme les femmes maintenant, où on ne se laisse pas intimider par les hommes. Pourquoi tu t'es fait avorter de Hans? Ah, alors là, c'était pas professionnel. Non, je bosse pas encore pour Ici Paris. Pourtant, je suis sûre que tu connais la réponse. Femme libre et responsable. Vous l'avez revendiqué tellement de fois. Votre image de marque. Par contre, tout ce qui concerne tes penchants homosexuels et tes goûts pour certaines drogues, tu n'as pas beaucoup communiqué dans ces deux domaines. Les préférences sexuelles n'ont jamais fait de mal à personne. Moi j'ai bien aimé, disons, mais c'est vrai, c'est une histoire qu'il faut replacer dans son contexte de l'époque. Moi j'avais 6 ans, donc j'ai rien compris, disons, à l'époque, mais j'ai apprécié énormément l'histoire d'amour, ces personnages hors sol, pour moi, hors sol, c'est-à-dire qui n'étaient pas imbibés, ils étaient au-delà de la réalité et ils vivaient l'amour. En gros, ce qu'on vous reproche le plus, c'est pas d'avoir aimé un beau Bosch, mais de vous être trop affiché partout avec lui. Ah ben c'est sûr que s'il n'avait pas parlé français quand il m'a chippé, j'aurais jamais appris sa langue pour le séduire. Je serais passé à autre chose. T'aurais pu l'aimer en cachette. C'est votre célébrité qui vous en a empêché. J'aurais dû demander des conseils à la cocotte Chanel. Parce que elle, on l'a pas trop emmerdouillée avec tout ça.
Mais tu t'obstines, Electre, hein? Tu t'obstines et tu me ruines dans ma tâche! Il n'y a qu'une seule chose qui m'anime, Égiste. C'est la justice. Et ta justice consiste à ressasser toute faute, à rendre tout acte irréparable. Il est des crimes pour lesquels il n'y a pas de pardon. Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'un peuple comme celui d'Argos, Electre. C'est un immense corps à régir, à nourrir. Il est des vérités qui peuvent tuer un peuple. Il est des regards de peuple mort qui pour toujours étincellent. Ou brûle doucement un phosphore, celui de la vérité. Bonjour, je suis Mathieu Le Goaster, je suis comédien et chargé de production pour la pièce Heureux les orphelins qui se joue à l'Oriflamme tous les jours à 16 h. Heureux les orphelins, c'est une pièce qui parle du langage et de la manipulation des mots dans notre société aujourd'hui. Et on le voit dans notre quotidien, il y a des éléments de langage dans le milieu politique, mais aussi les médecins, un psy, un notaire. C'est tous ces personnages-là contemporains qui évoluent auprès d'Electre et Oreste, puisque le mythe d'Electre de Giraudoux a été revisité par Sébastien Bizot, l'auteur de la pièce, et projeté en 2023. Et donc par exemple, Oreste, le rôle que je joue, est conseiller ministériel et défend les pesticides auprès de son ministre. Et il se trouve que ces deux histoires, ces éléments de langage et ces mots un peu joués et l'histoire familiale un peu dramatique en parallèle vont se rejoindre. Et donc on essaye d'alterner entre un drame familial classique, antique qu'on retrouve aujourd'hui et qui est assez intemporel et une comédie satirique de notre époque. Moi, mais il peut bien les offrir à des autres qui aiment le vent et le parfum des mots. Moi, les mots tendres enrobés de douceur résonnent dans l'oreille, mais jamais dans mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoutez-moi. Parole, parole, parole. Mais je vous en prie. Parole, parole, parole. Je vous jure. Parole, 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 et encore des paroles. Alors très surprise, mais alors très agréablement surprise, vraiment un spectacle de qualité, des acteurs, de grands acteurs, mais vraiment je les découvre. J'ai été interpellée dans la rue par le ministre, effectivement, dont il a été question tout à l'heure. Je suis vraiment épatée de cette production, de cette représentation. Je souhaite un grand succès parce qu'il le mérite et vraiment un spectacle de qualité, des acteurs de qualité. Voilà, je en parlerai bien sûr. Je viens d'arriver, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé. Je trouve pour des acteurs jeunes qu'ils jouent tous très très bien. J'ai bien aimé les dialogues. J'ai une affection toute particulière pour le ministre, parce que j'aime vraiment beaucoup son jeu d'acteur, mais les autres jouent extrêmement bien aussi. Donc j'espère que c'est un spectacle qui va marcher, parce que je ne connais pas les acteurs, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme pièce auparavant, mais c'est très prometteur. Donc vraiment, je les encourage et je vais parler du spectacle. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis je me suis glissée seule, en pleine nuit, dans sa cuisine pour prendre sa toque et me couronner avec. Tu voulais un hymne à la vérité? Eh bien voilà le plus beau! Je me crois plus forte que je ne le suis. Je me voyais déjà à 7 dans cette vilaine chambre, refusant toute pitance, mystique éthérée, expiant son amour. Sainte Juliette des Madelonnettes! Mais même de cela, je n'en suis pas capable. Au fond, je n'ai jamais aimé la mélancolie frugale. Elle me donne l'appétit d'un fauve. Bonjour, alors moi je suis Marie Lucignol, je suis la comédienne du spectacle Juliette Victor Hugo Mon fol amour. C'est un seul en scène écrit par Patrick Tudoré, adapté de son roman, qui relate de l'histoire de cette femme, Juliette Drouet, cette femme de l'ombre qu'on a envie de mettre en lumière
ce grand amour de Victor Hugo avec lequel il a échangé plus de 22 000 lettres. Et cette femme, j'en suis vraiment tombée amoureuse, en tout cas, entre guillemets, de son histoire, puisque je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et sans Juliette, Victor n'aurait peut-être pas été, voire il n'y a pas de peut-être, n'aurait pas été Victor Hugo. Juliette, cette compagne d'un siècle, celle qui a été cette copiste, cette coach, cette partenaire, ça a été plus qu'une simple muse et plus qu'une femme jolie et agréable à regarder, quoi. Elle a été plus que ça. Et pour moi, ce spectacle, c'est un hommage à la fois à cette femme et aussi un hymne à l'amour vis-à-vis de cette histoire un peu hors du commun entre Victor Hugo et Juliette Drouet. C'est aussi le moyen de faire connaître ce siècle débordant qu'est le XIXe siècle à travers le regard d'une femme. Voilà. Et maintenant, on va sélectionner les extraits. Monsieur le comte Orsini, vous avez là un ami qui me paraît bien triste. Il est toujours ainsi, madame, mais il faut que vous me pardonniez de l'avoir amené sans que vous lui eussiez fait la grâce de l'inviter. C'est mon frère d'armes. Il m'a sauvé la vie à l'assaut de Rimini. J'ai reçu à l'attaque du pont de Vicenze un coup d'épée qui lui était destiné. Nous ne nous séparons jamais. Un bohémien nous a même prédiqué. Nous mourions le même jour. Oh, vous a-t-il dit si ce serait le soir ou le matin? Donc cette scène était très intéressante et elle retrace vraiment l'histoire de Victor Hugo sous un regard très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc on ressent différentes émotions, ce qui est très prenant. Et j'ai beaucoup aimé, donc je le conseille vraiment. Alors moi j'ai adoré voir ce spectacle parce que ça permet de voir... non mais vraiment je peux pas. Ça permet de voir, allez. Ça permet de voir l'histoire d'une femme qui est dans l'ombre, on peut dire. Et du coup j'ai découvert une belle histoire et je conseille aussi d'aller voir ce spectacle. L'article décrit comment le pauvre Charles Beaumageur a plongé encore 4, 5 fois pour tenter de sauver sa femme. Famille chère à la France littéraire. Va falloir que j'affronte la réalité de ma mort. Oh, Alphonse, t'as failli arracher la porte. Oh, Jacques, je vous salue Marie, pleine de grâce. Autant suspend ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Soyez bénis entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen, amen, Jacques. Moi, je m'appelle Christian Mulot et je fais un seul en scène qui n'est pas vraiment un seul en scène parce que finalement il y a beaucoup de monde sur un seul en scène qui s'appelle La vie interdite. J'ai adapté, c'est un seul en scène que j'ai adapté d'un roman de Didier Van Kovelaert qui s'appelle La vie interdite également et qui est mis en scène par Séverine Vincent et le régisseur qui vient de partir, qui est formidable, qui s'appelle Thibaut Marchassot. Il s'appelle Marche mais il devrait l'appeler Court. Ouais, marche à court. Alors ça commence par je suis mort à 7h du matin, il est 8h28 et personne ne s'en est rendu compte. En fait c'est l'histoire d'un mort qui découvre qu'il est mort. C'est la naissance d'un mort quelque part. C'est un mec qui se rend compte qu'il est mort dans sa caravane, sous les fenêtres de sa femme et dans les bras de sa maîtresse. Et après, que va-t-il se passer ? Waouh, c'est beau la terre à 15 mètres du sol. Toujours pas d'archange à l'horizon, hein, ni de fumée d'enfer pour m'indiquer le chemin. En revanche, le monde dont je ne fais plus partie me paraît de plus en plus présent, hein. J'ai bien aimé, je trouvais ça très intéressant, c'est très bien joué, je passais un très bon moment. Et t'as pas intérêt à me taper à la récré, hein, Marco? Mon père est mort, je te ferai dire. Bah, Lucien, c'est qui ce Marco? C'est ça ton blouson de cuir que t'avais soi-disant donné à un SDF dans la rue l'autre jour?
Mais si quelqu'un te raquette à l'école, compte sur moi pour le hanter, hein. Je suis pas bien dangereux pour l'instant, mais ça viendra. Les apparitions spectrales, les coups dans le mur, les pierres qui volent à la tête des petits fumiers en herbe, c'est sûrement une question d'entraînement. Pas même, Lucien. T'aurais pu m'en parler avant, tu crois pas? Mon pied au cul de Marco de mon vivant, ça aurait été plus simple, non? Un terrain de basket au milieu d'immeubles. Et quand on reste chez soi, quand on cherche du travail, c'est intenable. Surtout si on ne connaît pas les règles du basket. Tous les gosses se retrouvaient là le soir, le week-end et les vacances scolaires. J'ai dit à Sarah que c'était plus tenable, qu'il fallait déménager. On n'avait pas les moyens. Mais ton syndic, il ne peut pas nous dénicher un autre appart, même un peu plus petit. Plus petit. Ça s'appelle un studio. Tu nous vois vivre dans un studio? J'ai dit non. Elle a dit moi non plus. J'ai dit encore t'aimes le basket, toi? Bonsoir ou bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Marcenac, je suis comédien et je vous présente Marcus à l'Oriflamme. C'est un texte absolument exceptionnel. Je suis seul en scène, mais c'est une pièce totale que je joue. Et c'est l'histoire d'un homme totalement dans la moyenne qui se perd dans sa vie de vendeur de prêt-à-porter et dans sa vie de couple et dont le destin va basculer et qui va le propulser des rayons de chez H&M au sommet de la haute couture, mais sur un mensonge et sur un vol. Et c'est extraordinaire parce que ça travaille beaucoup sur la culpabilité, sur la gloire, sur l'argent, il y a aussi, ça aborde plein de thèmes absolument fascinants. Et moi qui le regardais comme un débile et qui lui disais « C'est quoi cette phrase? Ça sort d'où ?» Et là, il réfléchissait un peu et il se lançait sur la création, sur le rapport d'un artiste à la création. Tout ce que l'on crée est le produit d'un autre que nous. C'était... Comment dire? Moi, j'ai pas les mots, je dis ce qui me vient. Parfois, ça tombe pile, et d'autres fois, ça tombe carrément à côté de la plaque. En peu de temps, on avait tissé un lien. Pas quelque chose de superficiel, non. Un vrai lien. Il y avait quelque chose entre nous. C'est toujours difficile de donner une impression à chaud, surtout quand un spectacle vous émeut. Moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire, bien écrite et pleine de charme. En fait, voilà, c'est ce mot-là que je retiens. C'est une histoire qui a du charme, c'est une histoire très humaine et le texte, la mise en scène et l'interprète ont du charme. Alors on aime l'entendre, on aime les suivre, l'histoire et l'interprète, et ils se rejoignent, ils se marient, ça nous touche. Voilà, c'est un joli spectacle que j'encourage tout le monde à découvrir. Ah, moi j'ai trouvé ça formidable. C'est comment dire, c'est à la fois l'histoire d'une imposture, mais une imposture sincère. Alors ça c'est extrêmement compliqué à comprendre, mais et une histoire bouleversante d'humanité. C'est un garçon qui n'a rien, et au moment où la vie lui échappe, il lui propose, voilà, il lui propose une vie rêvée, et par amour pour un garçon qu'il n'a pas eu, pour un enfant qu'il n'a pas eu, ben, décide de vivre une vie. Mais il vit sur un mensonge. Et comment peut-on vivre avec un mensonge en étant heureux jusqu'à un certain point? Ben, c'est ce que raconte cette histoire-là, et Jean-Baptiste est absolument bouleversant là-dedans, parce qu'il le fait avec une simplicité, une économie de moyens. La mise en scène d'Olivier est tout simplement discrète, efficace, délicate. Voilà, c'est un spectacle tout à la fois émouvant et puis quelquefois un petit peu grinçant, parce qu'on se dit après tout, cet homme-là ment et vit sur un mensonge, mais il vit un morceau de bonheur. Et est-ce que mentir, ben voilà, est-ce que le bonheur ne peut pas exister aussi dans le mensonge? Est-ce que mentir, après tout, c'est si vilain que ça? Voilà. Mais c'est vraiment un très très beau spectacle, une très belle découverte aussi. Voilà, dans ce lieu-là qui fête, je crois, sa 2e année de programmation. Et c'est un témoignage d'un beau choix artistique. Voilà. C'est
tout ce que, enfin, je pourrais en dire plein, mais voilà, en tout cas, à chaud comme ça, c'est une belle surprise de ce début de festival. Et si je dois pouvoir vous encourager à y aller, allez-y, parce que voilà, vous vivrez un moment unique, délicat, précieux, on peut dire. Et puis c'est une belle expérience théâtrale. Vous pensez que c'est générationnel, ce détachement? Moi pas. Il y a juste d'un côté ceux qui sont faits pour gagner, et les autres, tous les autres de l'autre côté. Et pendant que je sermonnais Dylan, une autre me reprochait les mêmes choses que j'assénais à ce jeune gars. Sarah me poussait afin que je trouve une solution parce que ça ne suffisait pas, ce mi-temps. Un des problèmes de cette société, c'est que rien ne suffit jamais. Il faut plus,